L'incarnation biologique de notre psyché peut paraître effrayante, mais personnellement je trouve cela beau. J'admire notre matérialité, un amas de matière formant la vie à un instant et perdant son essence vitale celui d'après. Un système constamment en mouvement, les interactions internes créant l'unité. Et puis toutes ces cellules qui s'organisent, formant des organes, notre cœur battant inlassablement de notre premier amour à notre plus grande peine, nos poumons inhalant l'air souillé de nos villes, nos intestins assimilant non sans peine les extras du vendredi soir. Notre être est le résultat de cette symphonie millimétrée. Lorsque notre vision s'agrandit, lorsqu'elle s'intéresse aux détails, elle peut alors apercevoir un ensemble d'atomes fondus dans l'étendue de l'univers. La matière est comme une pâte à modeler. Nous naissons, vivons, mourons. La matière s'organise et se désorganise, l'organisme désorganisé s'empressant de vivre quelques instants avant d'être rattrapé par la finitude de sa propre consistance. De là, notre corps est grignoté par toutes sortes d'êtres vivants, et notre matière se disperse, modèle d'autres formes de vie, utilisables à l'infini. Un atome qui, un jour, a fait partie de moi, se retrouvera un autre jour dans un magnolia, et je n'ai pas besoin de mourir pour cela. Notre corps est éternellement en mouvement, il ingère de la matière et en rejette. C'est pour cela que le corps est un amas, une lettre gravée du script de l'existence, glissée dans une enveloppe, la peau. Sans elle, notre unité illusoire ne serait rien. Notre corps est le contenu de cette enveloppe à un instant précis. Si l'on me greffe un cœur, il fera partie de mon corps. De même si l'on remplace tous mes organes un à un, car le moi originel est essentiellement mon cerveau. Avec tous nos renouvellements cellulaires, nous évoluons constamment. Nous sommes un être de l'instant, ce qui devrait amplifier notre humilité face à l'existence. À chaque seconde, je peux rendre mes atomes à la vie. Et tout ceci ne restera qu'un beau souvenir dans les cerveaux d'autrui, jusqu'à ce que l'on m'oublie complètement. À ce moment-là, le dernier neurone Florian sera mort du dernier cerveau, du dernier humain possédant le souvenir de mon existence. Désormais, nous allons passer à la partie plus explicative de ma philosophie, donc une philosophie que je me suis réappropriée, qui est la philosophie matérialiste romantique. Nous pourrions l'appeler comme ça, mais forcément c'est une réappropriation personnelle. Donc je tiens à m'excuser pour la qualité qui est peut-être un peu plus médiocre que les autres vidéos, mais c'est que je me suis faite cambrioler. Donc j'ai essayé de prendre un peu tout le matériel que je trouvais chez mes parents ou d'autres personnes. Donc j'espère que les vidéos à venir seront quand même de qualité. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard, c'est que les problèmes ne viennent jamais seuls, donc après j'ai dû gérer 2-3 petites choses. Donc voilà, j'espère que cela ne sera pas gênant. Et j'aimerais d'abord souligner le fait que les personnes qui sont considérées comme étant non spirituelles sont souvent catégorisées comme étant des personnes qui sont plutôt fermées d'esprit, alors que selon moi ces deux facteurs ne sont absolument pas corrélés. Et également comme si ces personnes rataient une certaine forme de richesse de vie, comme si elles n'arrivaient pas à saisir une richesse supplémentaire qui ne serait atteignable que par le spirituel, comme si elles avaient un vide, un creux à combler. Or la nature déteste les vides, donc je ne pense pas que les personnes non spirituelles ont un vide à combler, puisque ce vide n'existe pas dès lors que chacun a une vision de la vie, chacun a une philosophie, et que si ce n'est pas quelque chose de spirituel, eh bien ce sera une philosophie autre, comme par exemple la philosophie matérialiste, et que cette philosophie va être le vecteur pour saisir la vie. Et c'est pour cela que je voulais vous présenter dans cette vidéo ma philosophie matérialiste et romantique, puisque je pense que le matérialisme est peut-être considéré comme étant un peu froid et qu'il faut essayer de le voir à travers l'œil du poète, à travers un œil plus sensible pour arriver à saisir la vie dans sa globalité. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me coudre au fur et à mesure un prisme de vision de l'existence qui me convient personnellement, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, je vais définir succinctement ce qu'est le matérialisme et le romantisme. Le matérialisme, c'est considérer qu'il n'y a rien d'autre que la substance qu'est la matière, et le romantisme, c'est accorder une place privilégiée à l'émotion, à la sensation, à l'imagination, plus que la raison ou la morale.
Donc comment cela s'applique dans mon quotidien? J'essaye de prendre conscience de la matérialité de chacun, ce qui amène sa subjectivité, puisque le fait que je sois une femelle, que je fasse 1m70, que j'ai 20 ans, va impacter ma vision subjective du monde, mes émotions, etc. Mes hormones, mes ressentis, rien que ma taille, cela va me donner un certain prisme à travers lequel je vais voir le monde. Et tout ceci est très important à prendre en compte, et c'est pour cela que lorsque je rencontre quelqu'un, j'essaye de comprendre son prisme de vie à travers sa matérialité. Imaginons que je rencontre une personne daltonienne, et bien cette personne, lorsque je vais lui parler, je vais lui raconter ma vision de la vie avec toutes les couleurs que je vois en plus que lui, toutes les nuances que je perçois en plus, et cette personne va ainsi saisir peut-être une part en plus de la vie, même si elle ne va jamais comprendre exactement ce que je vois, vu que forcément nous ne pouvons pas imaginer une couleur que nous ne percevons pas, mais elle va comprendre qu'il existe des nuances en plus et qu'ainsi il faut qu'elle s'ouvre à l'autre, qu'elle s'ouvre à une possibilité d'un monde plus nuancé que ce qu'elle perçoit. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer au quotidien. J'essaie de rencontrer des personnes qui arrivent à saisir des nuances en plus, qui arrivent à saisir des couleurs en plus métaphoriquement, pour essayer de saisir le monde du mieux possible à travers la subjectivité d'autrui. Et puis il y a des prises de conscience philosophiques qui ne pouvaient que m'amener un peu plus vers le matérialisme. Par exemple, la prise de conscience déterministe, dont je vous ai fait une série de vidéos, m'amène de plus en plus vers le matérialisme, puisqu'il y a une suite de lois causales matérielles que l'on ne peut pas nier et qui sont matérialistes. Ce qui fait que même s'il y a une spiritualité qui est compatible avec le déterminisme, qui est le panthéisme de Spinoza, mais c'est assez particulier, et si l'on est croyant d'une religion monothéiste, forcément c'est tout de suite plus incompatible avec le déterminisme, avec le matérialisme, etc. Donc il faut essayer d'arriver à trouver une cohérence globale, mais personnellement, même d'un point de vue spirituel, il y a une logique qui est déterministe, parce qu'il y a très très longtemps, lors des organisations tribales qui étaient vraiment proches de la nature, forcément il y avait des croyances plus animistes, vu que c'était plus cohérent avec l'époque et avec le mode de vie, avec une croyance que chaque arbre avait une âme, chaque cerf, chaque renard. Et au fur et à mesure, lorsque l'on s'est organisé plus en grande société, il fallait qu'il y ait un œil sur tout, un œil un peu omniscient qui allait surveiller les actes de chacun. Et c'est là qu'il y a eu les religions monothéistes qui étaient davantage dans le contrôle global de la masse. Et puis également, il y a certaines avancées de la science qui nous amènent un peu plus de jour en jour vers un matérialisme total. Par exemple, les prises de conscience par rapport au cerveau, à l'organisation cérébrale, aux différentes zones, qui remettent en cause le fait que l'âme pourrait être incarnée dans le cerveau, puisque l'âme ne peut pas être morcelée, or le cerveau est morcelé en parties qui ont des fonctions précises. Et ce qui pourrait poser problème, même si le cerveau est assez malléable et qu'en soi ces parties ne sont pas nécessairement immuables, mais l'âme ne peut pas être dans le cerveau, même si la plupart des gens pensent que l'âme n'est pas nécessairement dans le cerveau. Certains pensent que c'est une forme de souffle vital, d'autres qu'elle est dans tout le corps. C'est un petit peu abstrait, et selon les époques, cet avis par rapport à la localisation de l'âme ou l'incarnation de l'âme a assez changé. Mais personnellement, cela me conforte dans un certain matérialisme de me dire que chaque zone du cerveau a une fonction précise dans notre personnalité. Et je vais prendre l'exemple assez connu de Phineas Gage, qui était travailleur sur un chantier qui construisait des rails, si je ne m'abuse, et qui s'est pris une barre de fer dans le lobe frontal gauche. Et c'est une zone du cerveau qui gère, on va dire, une certaine forme d'inhibition sociale. Ce n'est pas son seul rôle, mais c'est ce qui a été le plus probant dans la différence de personnalité de Phineas Gage, puisqu'il a survécu. Avant, c'était une personne assez sociable, agréable, fiable, etc. Et après, c'est devenu une personne totalement désinhibée socialement, qui était vraiment désagréable, plus fiable, qui était assez agressive. Et donc on pourrait se dire, c'est quand même assez incroyable si l'on touche telle ou telle zone du cerveau, que cela change totalement la personnalité de la personne. Au final, qu'est-ce que c'est que l'âme si notre personnalité peut être totalement changée? Est-ce que la personnalité a un rapport avec l'âme, ou est-ce que cela n'a aucun rapport? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que l'âme si notre personnalité n'a pas de rapport avec l'âme? Et qu'est-ce que vient faire l'héréditaire dans tout ça? Qu'est-ce que vient faire le social dans tout ça? C'est assez complexe, selon moi, de défendre l'existence de l'âme, hormis si l'âme est quelque chose qui est totalement décorrélé de la personnalité. Désormais, nous allons aborder le sujet de la matière de manière un peu plus classique, puis nous aborderons le sujet du corps de manière un peu plus personnelle. Donc déjà, nous allons aborder le sujet de l'illémorphisme, qui est inventé par Aristote et la scolastique. Donc ilé qui veut dire la matière, et morphos
qui signifie la forme, et pour Aristote, tout n'est qu'un rapport entre la matière et la forme. Néanmoins, Aristote n'explique pas réellement comment ce rapport entre la matière et la forme s'opère. Et ceci frustre Simondon, qui est un penseur un peu plus contemporain, qui va justement essayer de théoriser tout ceci en appelant ça l'individuation. L'individuation, il y a tout un vocabulaire aussi autour de ça, tout un champ lexical. Eh bien, c'est comment justement ce rapport entre la forme et la matière s'opère, comment un individu devient un individu, puisque selon Simondon il y a aussi la pré-individuation, c'est-à-dire tout le processus où un être est plus que lui-même, un être est en quelque sorte en tension et va essayer de s'individuer. Mais c'est vraiment complexe la philosophie de Simondon, je pense que peu de personnes comprennent réellement et moi-même je ne comprends pas tout, mais c'est assez intéressant en même temps. Et pour Simondon, il n'existe pas d'individu finalisé, tout est en cours d'individuation. Et il y a une citation assez intéressante puisqu'il a inventé le phénomène de métastabilité en philosophie. Et pour lui, en tout domaine, l'état le plus stable est un état de mort. C'est un état dégradé à partir duquel aucune transformation n'est plus possible sans l'intervention d'une énergie extérieure au système dégradé. Donc en quelque sorte, les individus ne seront jamais stables. Il y a une instabilité qui émane de l'intérieur et qui est une sorte de puissance d'expansion. Et lorsqu'ils sont morts, l'instabilité vient de l'extérieur. Et puis il y a Simondon et Bachelard qui se sont intéressés au matériel de mesure en physique, ce qui est très intéressant puisque ce matériel est essentiel pour la compréhension de la matière qui nous entoure et l'évolution de ce matériel va également faire évoluer notre perception du monde qui nous entoure. C'est pour ça que la physique sera toujours dynamique de ce point de vue-là. Et notamment il y a les ordres de grandeur selon la précision de notre mesure. Il y a une citation notamment par rapport à ça. L'ordre de grandeur devient une première connaissance approchée qui isole les phénomènes, qui écarte de l'acte de connaître les occasions de divergence mineures et fréquentes. Tout risque de se fixer à un simple accident. Il est en physique le premier acte de pensée d'approximation. Et par exemple, nous pouvons voir ça entre le saut de la physique classique et la physique quantique. Lorsque nous n'avions pas encore accès à la précision de la physique quantique, tout un monde nous était inconnu. Nous pouvions faire des conjectures, mais tout ceci n'était que supposition. Maintenant, je vais vous parler du rapport au corps. Qu'est-ce qui fait que l'on considère qu'un corps est un corps, que ce corps nous appartient ou autre. Et j'avais fait un rapprochement en psychologie avec le syndrome de Cotard qui est une base de réflexion intéressante. C'est un syndrome plutôt à type de délire de négation d'organes. Donc ce sont des personnes qui vont considérer qu'elles n'ont plus de poumons ou que leurs poumons sont nécrosés ou qu'elles sont carrément des personnes mortes vivantes. Donc c'est un syndrome qui est vraiment intéressant et je me suis dit mais comment est-ce possible de se dire que nous n'avons plus tel organe tandis qu'il est physiquement là, ou alors de croire que nous sommes morts alors que nous sommes vivants. Et j'ai fait un parallèle qui est très mal placé mais c'est vraiment pour avancer dans ma réflexion, donc n'y voyez rien de ressentiment ou autre, mais je me suis dit par exemple les personnes qui sont transgenres ou transsexuelles. En fait c'est assez intéressant puisque ces personnes nient un organe qu'elles ont réellement. Un organe qui fait, et ce n'est pas qu'un organe, c'est aussi une répartition des graisses, c'est aussi des hormones, etc. qui ont fait ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant, qui ont fait qui elles sont et leur prisme de vie, puisque comme je le disais au départ avec une philosophie matérialiste, on considère que au final, ce qui fait ce que nous sommes, c'est aussi notre perception du monde à travers notre corps. Donc personnellement, moi qui suis une femme, je ne peux que faire des suppositions de ce que je pourrais ressentir si j'avais un corps d'homme. Je sais ce qu'un homme est d'un point de vue de la société, ce qui est attaché à la figure d'homme, mais je ne sais pas ce que c'est que de me sentir biologiquement comme un homme. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces personnes font une supposition à base de projection matérielle du fait qu'elles seraient mieux dans un corps différent du leur. C'est comme si, par exemple, moi je me disais, non mais là je fais 1m70, mais je me sens au fond de moi faire 1m80. C'est assez intéressant puisqu'en soi je n'ai jamais vécu en tant que personne d'1m80, mais juste je fais la supposition que je serais mieux comme ça. Et voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur ou autre, c'est juste une réflexion que je me dis que c'est vraiment intéressant puisque dans certains cas on considère que c'est de la pathologie, dans d'autres on considère que c'est à moitié une pathologie puisque je sais que la dysphorie de genre c'est considéré comme
un trouble on va dire dans le DSM, mais c'est pas vraiment considéré comme une réelle pathologie mentale, c'est plus considéré comme un trouble. Mais cela pourrait demain ne plus l'être. En fait c'est quelque chose d'assez subjectif, ce qui est considéré comme pathologique ou non, c'est selon les mœurs culturelles on va dire. Et puis il y a un autre point assez intéressant, c'est qu'on considère que notre corps est assez dynamique, puisque au final nos cellules se remplacent constamment, et ce qui fait que ça fait un peu le paradoxe du bateau qui se remplace au fur et à mesure, dont on remplace les planches pour le réparer, et qui à la fin n'a plus aucune planche au commun avec le début. Bon, nous on garde certaines cellules en commun, je crois notre cornée, certaines cellules dans nos oreilles aussi, mais le plus gros n'est plus du tout le même. Et pourtant nous considérons toujours être la même personne, et ça c'est assez intéressant puisque certains, peut-être dans certaines expériences psychologiques, certaines expériences de pensée diront que le bateau n'est plus le même, mais en soi pour nous c'est en quelque sorte la même histoire et nous restons toujours la même personne selon nous-mêmes. Ensuite il y a des réflexions sur qu'est-ce qui fait encore partie de mon corps ou non, lorsque cela se sépare de mon corps, par exemple si je fais des déjections, est-ce que c'est encore une partie de mon corps? Est-ce que si l'on me coupe le bras, cette partie de bras fait encore partie de mon corps? C'est assez complexe et dans ce cas-là, est-ce que c'est plutôt mon buste et ma tête qui fait partie de mon corps ou est-ce que c'est mon bras qui est mon corps? C'est toujours une certaine forme de réflexion. Personnellement j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le cerveau qui est le corps en question, enfin, qui fait le moi plutôt, comme je disais en introduction, puisque j'ai fait plein d'expériences de pensée avec des siamois et au final, par exemple un siamois à deux têtes, c'est tout de même deux personnes, même s'ils ont le même corps, puisque c'est le cerveau qui fait la personne, même s'ils ont le même vecteur de perception de la vie qui est leur corps principal, bien au final cela reste tout de même deux personnes. Alors que une tête avec deux corps, et bien au final ce serait une seule personne. Après il y a l'aspect de la femme enceinte, est-ce que cette personne est une mise en abîme de l'humain? Est-ce que cette personne est deux ou cette personne est un? Et c'est un petit peu le questionnement des pour ou contre l'avortement, à partir de quel stade on considère que le bébé est un individu ou à quel stade c'est un fœtus et donc ce n'est pas un individu. C'est un petit peu complexe selon les personnes. Personnellement j'ai plutôt tendance à me baser sur les souffrances potentiellement ressenties. Actuellement je sais qu'au niveau des sciences on en est à 13 semaines où le fœtus pourrait potentiellement ressentir des souffrances, mais après c'est vrai que la science justement est assez dynamique et peut changer d'avis selon les outils de mesure, selon les perceptions et nos définitions philosophiques de ce que c'est que la souffrance. Et puis il y a également le paradoxe de la localisation entre le cerveau qui serait placé dans une cuve et par exemple un corps qui serait commandé par ce cerveau à distance et qui vivrait on va dire des expériences sensorielles. Est-ce que l'individu est dans le corps qui au final perçoit le monde ou est-ce que l'individu est dans la cuve? Là même si personnellement je considère que le moi est dans le cerveau, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire que l'individu est celui qui perçoit le monde et donc est localisé dans le corps qui est à distance. Et donc tout ceci est vraiment très complexe et pourquoi pas, ça se trouve un jour nous serons capables de faire ça, mais dans ce cas là ces questionnements philosophiques seront plutôt de l'ordre du réel, je ne sais pas. Mais en tout cas ce sont des questionnements très intéressants et c'est pour ça que je voulais les aborder dans cette vidéo. Et d'ailleurs il y a une nouvelle qui a été lue par Monsieur Phi sur sa chaîne qui est très intéressante et que je vous mettrai en barre d'informations. J'espère que cette vidéo sur la matérialité, le matérialisme, le romantisme vous aura plu. Donc là pour l'instant j'ai plutôt mis l'accent sur le matérialisme dans la vidéo, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû un petit peu plus développer aussi l'aspect romantique. J'ai essayé de le faire ressentir notamment dans l'introduction, donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.